Épisode 70, les héros de la vente. J'accueille Mathieu Poulain pour parler du management des commerciaux à l'international. Mathieu va nous parler des spécificités, notamment culturelles, pour manager des équipes commerciales dans différents pays. L'idée de cet épisode est de vous donner des clés pour adapter votre management. Nous abordons l'importance du coaching dans la progression à la fois des managers mais aussi des commerciaux, et également l'importance de devenir culturellement compétent. Si vous aimez les héros de la vente, vous allez adorer Vive, une technologie pour enregistrer, analyser et débriefer vos ventes par visioconférence afin d'améliorer votre taux de closing. Contactez-moi si cela vous intéresse. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Poulain. Mathieu, bonjour. Bonjour Alexandre, comment ça va? Écoute, très bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie. Je suis très content de participer à ce podcast que j'écoute toujours avec attention. Donc c'est un grand honneur de participer aujourd'hui. D'accord. Merci pour ta disponibilité. Alors, comme tous les invités, tu vas te présenter, puis tu vas nous expliquer qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quelles sont tes activités. J'imagine que c'est en lien avec la vente. Oui, c'est un petit peu en lien avec la vente, ouais. Je suis Head of Marketing and Sales chez Siemens Energy pour la partie modernisation de turbocompresseurs. Donc j'ai la chance de manager 6 personnes en back-office, 5 en France, une en Allemagne. Et j'ai aussi 3 PDM qui travaillent pour nous, donc un en Scandinavie, un en Norvège, un au Moyen-Orient et un en Russie. Donc, Qu'est-ce que c'est un PDM? alors un PDM, c'est un Project Development Manager. En fait, c'est une personne qui a une fonction sales, mais sur la partie projet complexe et qui est un peu le support de vente ou le leader de vente en coopération avec le sales manager local en fait. D'accord, très bien. Écoute, je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant ça? Ouais, bah, moi, écoute, j'ai un parcours assez, je sais pas si c'est atypique ou classique. Bon, en tout cas, je suis sorti de l'INSA de Rouen en 2005 avec un diplôme d'ingénieur en mécanique, spécialité énergétique et système de propulsion. J'ai travaillé un an à Toulouse chez Airbus en faisant du tech support, et puis après, j'ai rejoint Dresserand en tant qu'ingénieur d'application, et c'est là que la carrière de vente a commencé. Je suis resté 5 ans en back-office, après j'ai basculé sur une fonction sales terrain pendant 5 ans, et ça fait maintenant 4 ans que je fais du management d'équipe de vente. D'accord, donc tu as vraiment un profil, on va dire, ingénieur, puis sales, donc ce qu'on appelle souvent dans le jargon un technico-commercial, c'est ça? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et finalement, je pense que c'est un profil qui se prête très bien à la vente de solutions complexes en B2B parce que on remarque que de plus en plus, les clients, ils recherchent des consultants en tant que- qu'interface de vente. Et c'est vrai c'est vrai que les ingénieurs ont un bon profil pour ça. Bon, après, il faut développer ses capacités en vente, ses compétences, mais ça fait, c'est un bon profil qui a bien adapté à la vente en B2B. D'accord. Et donc tu nous as dit, hein, tu es passé chez Airbus, maintenant tu es chez Siemens, donc plutôt une grosse entreprise. Ou- Euh, En fait, Siemens Energy a intégré Dresserand il y a quelques années. Donc Ok. Dresserand, c'était une entreprise vraiment spécialisée sur le oil and gas, c'était une 15 000 personnes dans le monde, donc déjà une bonne multinationale à taille humaine. Et puis après, l'absorption dans Siemens, là, pour le coup, un très grand groupe. Alors, Siemens Energy est maintenant indépendant de Siemens. On a gardé le nom, mais on est indépendant de Siemens et on se positionne comme le leader de fourniture d'énergie dans le monde. Et dans ce groupe, il y a différentes divisions, la division oil and gas, la division éolienne, la division transmission électrique, etc. Ok, donc des secteurs liés à l'énergie.
Comme ça, vous avez bien Ouais, le tout à contexte fait. de nos échanges. Aujourd'hui, donc, tu voulais nous parler d'un sujet qui porte plutôt sur l'international et notamment le management d'une équipe de vente à l'international. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet, Mathieu? Bah, je trouve que c'est un sujet passionnant parce que c'est un sujet difficile et qui combine plusieurs problématiques. D'abord la problématique du management, qui est en Ouais, soi quelque chose d'assez complexe. Si tu rajoutes à ça le management d'équipe de vente, je pense que ça demande aussi quand même d'avoir des grosses compétences et d'avoir toi-même un bon vécu de vendeur. Et tu rajoutes par-dessus ça une couche qui est d'évoluer dans un environnement multiculturel, parce que nous, on a la chance de travailler partout dans le monde avec des clients qui sont situés en Europe du Nord, en Russie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Amérique. Voilà. Donc, ouais. il faut savoir évoluer dans ce milieu-là, même si tu n'es pas manager, rien qu'être vendeur dans cet environnement, c'est quelque chose de vraiment particulier. Ouais, effectivement. Alors, tu as parlé de pas mal de choses. On va essayer de donner des conseils ou en tout cas des retours d'expérience sur chaque silo que tu as cité, donc le management des commerciaux de manière plus particulière et le management des commerciaux dans un environnement multiculturel. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre la partie management aujourd'hui? J'imagine que tu fais tout à distance, donc à différentes populations. Par quoi tu veux commencer? C'est quoi ton premier levier pour être performant dans ton travail de manager de tes équipes internationales? Bah, en fait, quand on m'a demandé de récupérer le leadership d'une équipe de vente, évidemment, on a eu la proposition de suivre une formation de management. Mais finalement, ce qui m'a servi le plus, c'est mon passé de commercial. Je trouve qu'en fait, il a fallu adapter des capacités de vendeur à la fonction de management. Je vais prendre l'exemple du persona. Tu sais, on parle beaucoup Ouais, d'avatar client ou de persona quand on travaille dans la vente B2B. Bah, tu vois, moi, j'ai appliqué un petit peu ce système-là à mon équipe. J'ai essayé de définir un petit peu le persona de chacun de mes vendeurs. Pourquoi? Parce que chacun est différent, chacun est unique. Moi, j'ai 38 ans. Quand j'ai récupéré l'équipe, j'en avais 35. Et ouais. j'avais des gens dans mon équipe qui avaient 40 ans, 50 ans. Donc, tu peux pas manager les gens de manière unique et universelle. Et finalement, d'appliquer le système de persona à l'équipe, de déterminer chacun son why et la façon de travailler avec eux, ça m'a beaucoup servi. Donc, la première chose, on va dire, le premier conseil que tu peux donner, effectivement, c'est de bien comprendre qui fait quoi et qui est qui dans ton équipe. Donc, faire une sorte de persona comme on fait dans la vente. Est-ce que tu as utilisé des méthodes, par exemple des tests de psychologie ou des méthodes, tu vois, la méthode DISC ou d'autres méthodes qui sont un peu connues pour essayer de dresser un peu le profil de chaque personne? Non, j'ai pas utilisé parce que il a fallu démarrer, j'avais pas tous ces outils en main. J'y suis allé un petit peu, euh, pas à l'arrache, mais bon, voilà, il a fallu aller prendre les choses très rapidement en main, demander deux, trois conseils à gauche. Donc, ça s'est surtout passé par beaucoup de déplacements et beaucoup de temps passé avec eux en off. Tu sais, j'avais déjà en tant que commercial la culture un peu du off, de pouvoir passer du temps en dehors d'un contexte professionnel. Et ça, de le faire avec eux, d'apprendre à les connaître chacun individuellement, bah, ça m'a aidé, moi, personnellement, après, à drafter un peu leur persona, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai une méthode qui n'est pas celle du disque dont on a déjà parlé dans ce podcast. C'est, bon, désolé pour le coq derrière, je ne sais pas si tu l'entends, C'est mais génial. je suis à la campagne, donc désolé. À chaque fois, il se met à faire ça pendant que je fais mes podcasts. C'est le sujet lui plaît, je pense. Ouais, voilà. Voilà. Donc, j'ai une méthode, moi, qui s'appelle la méthode ProcessCom, qui permet en fait de définir 6 profils dans une équipe.
Mhm. qui est un peu plus complet que la méthode DISC, où là, il n'y a que 4 profils. Et je l'ai déjà fait dans mon ancienne entreprise, où effectivement, tu pouvais facilement et rapidement donner des profils à chaque personne avec des forces, des faiblesses. Et donc, en gros, les 6 profils, tu as de mémoire l'empathique, le travaillomane, celui Mhm. qui travaille énormément et beaucoup, le persévérant, qui est plutôt quelqu'un qui va s'accrocher et être besogneux. Le rêveur, donc qui va plutôt être la personne créative, être dans la stratégie, etc. et le futur. Le promoteur et le rebelle. Et donc, alors je vous enverrai dans les liens de ce podcast en fait un lien pour creuser un peu ce profil-là, ces profils-là. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque profil a des questions existentielles, donc ce que tu disais, le why, mais aussi des besoins psychologiques, Mhm. des réactions sous un stress, et ensuite comment le manager. Tu vois, par exemple, le travaillomane, donc lui, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu pour ce qu'il fait, et qu'il a besoin de bien structurer son temps. Et donc, faut pas trop lui donner de l'imprévu. C'est quelqu'un de perfectionniste. C'est un peu le bleu dans la méthode DISC. Et donc avec cette personne-là, il faut essayer d'être très professionnel, rester très factuel, aller vraiment droit au but. Et tu vois, en fait, chaque Mhm. profil, tu peux adopter un management différent. D'accord, ok, super. Donc, Et je sais qu'en formation de management, on nous avait fait travailler aussi sur les profils MBTI ouais, et j'avais trouvé cette technique super intéressante. Et ce qui m'avait frappé d'ailleurs, c'est que ce qui ressortait de cette étude au sein du groupe Siemens, alors pas Siemens Energy, mais tout le conglomérat Siemens, c'est que 80% des gens dans l'entreprise avaient le même profil MBTI. ah ouais, Et je ne sais pas si c'était bien ou pas bien, parce qu'à bout d'un, en fait, finalement, tu évoluais dans un environnement avec des gens qui te ressemblaient beaucoup. Et le profil majoritaire qui ressortait, alors je ne connais plus les termes des profils MBTI, mais en gros, je pense on manquait aussi beaucoup de créatifs. Alors par contre, ce qui était intéressant, c'était que les commerciaux, ceux qui occupaient des fonctions commerciaux et qui étaient plutôt pas mauvais, eux avaient des caractéristiques créatives qui ouais. ressortaient beaucoup. Alors c'est, tu vois, la NASA, quand ils envoient des personnes dans l'espace, ils essayent de trouver des profils différents et de pas avoir trop de profils similaires, justement, Ouais. pour éviter les frictions. Et par contre, oui, pour répondre à ta question, il y a des profils qui sont, comment dire, en majorité dans la société. Par exemple, tu vois, dans la population occidentale, alors ça dépend des pays aussi, hein, ça, c'est intéressant, ça va nous donner une transition pour notre sujet, mais dans la population occidentale, bah, 30% des gens auront plutôt une base empathique et 25% une base travaillomane. D'accord. Ensuite, viennent les rebelles, puis les persévérants, les rêveurs, et là où il y a le moins de profils, c'est chez les promoteurs. Et donc, tu vois, il y a forcément des dominantes dans les entreprises, mais effectivement, l'idéal, c'est d'avoir des profils différents dans une organisation pour provoquer l'innovation et les échanges. Alors, je rebondis là-dessus parce que du coup, on a des profils très similaires au sein de l'entreprise et dans les grands groupes industriels comme dans lequel j'évolue, souvent on promeut à la fonction vente des ingénieurs en fait très techniques. D'accord. Et moi, du coup, à quoi je me suis heurté en tant que manager et même en tant que vendeur, on le voit, c'est de trouver des bons closers, hein. On a des profils en sales management qui sont très bons en développement technique, mais sur la partie closing, moi, c'est ce qui m'a donné plus de difficultés en développement des équipes et même toujours à l'heure actuelle, être capable, en discutant aussi avec d'autres directeurs de vente dans le groupe, on est tous à la recherche un petit peu de ce profil-là, quoi. Ouais, bah c'est sûr que dans la vente et pas seulement dans ton entreprise, le closing, c'est quand même quelque chose qui est pas évident à maîtriser, hein. Ça demande un peu d'expérience, un peu d'assertivité. Il faut savoir mettre une tension positive avec ton prospect. Donc c'est vraiment une compétence, un soft skills comme on dit dans le milieu de la Hum. formation, qui est pas évidente à acquérir et quand ton commercial l'a, eh ben c'est vraiment une chance et une opportunité. Si tu veux, Mathieu, on va revenir sur le sujet du management et notamment d'équipe à l'international.
Est-ce qu'on pourrait parler d'un peu de l'attitude que tu as, toi, dans ton management d'équipe quand tu manages des équipes qui viennent de différents pays? C'est quoi un peu les clés que tu pourrais donner pour adopter une bonne attitude, s'il y en a une? Alors moi déjà en tant que manager, ce que je suis obligé de faire aussi du fait de mon jeune âge, je pense, c'est de rester un peu figure d'autorité et d'exemple. Donc ce que j'avais fait surtout au début, c'est de garder un territoire à moi Ouais. et de montrer l'exemple en allant closer un ou deux jobs dans l'année, surtout sur des territoires un peu compliqués. Euh, donc ça permettait aussi d'être, quand tu es en réunion et que tu demandes aux gens de développer leur funnel et de faire un chiffre dans l'année, voilà, ça, je pense que c'est important. Je ne sais plus, il y avait un de tes invités qui disait un peu le contraire, qui disait, bon, bah voilà, le manager, c'est un manager, il a autre chose à faire que de garder de la vente, etc. Moi, je pense que sur des petites équipes comme ça et sur des métiers très spécifiques, le fait de rester un petit peu leader et de garder un peu de vente pour soi, c'est quand même intéressant. Ouais, il y a deux écoles effectivement là-dessus. C'est sûr, quand tu montes l'autorité, c'est une sorte de leadership que tu fais. Après, si tu passes aussi peu de temps à coacher tes équipes, elles Ouais, vont progresser moins vite. Donc, faut vraiment, c'est un équilibre à avoir tout à entre fait. être quand même sur le terrain, mais garder du temps pour tes équipes. Et puis, il y avait un point, moi, qui me paraissait aussi important, c'est de garder quand tu as une équipe qui est distante comme ça dans différents pays, d'essayer de les responsabiliser toujours vis-à-vis de toi ou même de l'autorité par rapport à leurs objectifs. Et ça me rappelle une anecdote, je m'en rappellerai vraiment longtemps de celle-là. À l'époque, quand on était encore société américaine indépendante, il y avait donc le vice-président service, donc qui représentait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an, et qui avait la responsabilité de tout le service après-vente mondial. Une fois par an, il se déplaçait dans chaque hub. Donc c'était Paris pour l'Europe, une fois en Asie et aux États-Unis. Et il faisait passer à la queue leu chaque vendeur devant lui. Et chaque vendeur devait s'engager sur un chiffre, sur un KPI, expliquer pourquoi, expliquer son territoire, expliquer ses key clients. Et voilà. Et ça, je trouvais ça génial parce que bon, ça chantait un petit peu le management intermédiaire, certes, mais au moins, tu vois, il y avait toujours cette figure d'autorité et cette responsabilisation du vendeur par rapport à ça. Et moi, c'est quelque chose que j'avais essayé d'instaurer aussi, de regrouper toute l'équipe une fois par an, de définir la vision commune et de faire passer chacun devant ses pairs pour pouvoir partager son expérience et s'engager aussi vis-à-vis de l'équipe sur le chiffre, quoi. D'accord. Donc effectivement, responsabiliser ces équipes en leur demandant directement quels seraient tes objectifs cette année, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais, de les responsabiliser vis-à-vis de leur père et de les pas. Mais ça permet aussi eux de se sentir dans un groupe. Tu vois, que des fois, quand t'es vendeur en Norvège, t'es tout seul ou t'es dans un bureau de 10 personnes qui font tout à fait autre chose. Je pense que t'as vite fait de te retrouver isolé et perdu par rapport à l'objectif. Et ça te donne aussi, toi, une responsabilité en termes de management. Il faut que tu restes toujours aussi source d'information pour ces gens-là. Tu vois, il faut que tu sois vraiment toujours le relais de l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Il faut que tu sois toi-même toujours bien informé et culturellement très développé sur ce qui se passe pour pouvoir transmettre ces infos-là et transmettre un petit peu le. Tu sais, ça c'est un peu l'image du postier à cheval, peut-être, qui faisait qui transmettait l'information, ou le conteur, tu sais, le conteur qui traversait de village en village et qui Ouais. racontait les Mais, anecdotes. mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc voilà, là on a parlé, tu nous as donné, on va dire, trois leviers que l'on peut appliquer à un management, pas forcément d'ailleurs sur les commerciaux, mais en gros définir un persona dans tes équipes, un profil type, Mm. pour comprendre les clés qui vont te permettre de les manager. Ensuite, donner l'exemple en gardant des missions qui vont ressembler aux missions de tes équipes pour donner du leadership. Et Mm. en fait, troisième chose, mettre en place des objectifs où tu vas laisser les équipes en fait délimiter leurs objectifs
Donc là, on a des clés pour le management. On va passer au management des commerciaux. Là, tu voulais nous parler en off quand on a préparé l'épisode, notamment pour ce type de population, donc les vendeurs, l'importance du coaching dans le management. Est-ce que tu peux développer? Bah, déjà, j'emploie le terme de coaching parce que je pense que le micromanagement, quand tu manages une équipe internationale et que tu n'es pas localisé au même endroit que tes équipes, le micromanagement ne fonctionne pas du tout. Et en plus, quand tu es sur une population qui est souvent plus expérimentée que la moyenne, voilà, ça, c'est quelque chose, il faut être beaucoup plus dans la posture du coach et que dans la posture du micromanagement. Et je vais te donner un exemple. Moi, je me rappelais quand j'étais moi-même vendeur, j'avais travaillé sur un dossier pour un client en France. Et c'était rigolo parce que j'avais fait une grosse journée de négociation de contrat où on avait parlé liquidated damages, liability, etc. On avait terminé à 21 heures. Toi, c'est assez rare en France même de terminer tard comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'était la grosse négo. Allez, je te mets 5% de cap, non, 4, 3. Enfin, et voilà, à la fin, on se serre la main avec l'acheteur. 21 heures, je devais reprendre l'avion. J'ai dit non, mais c'est pas grave, je repousse, je rentrerai je prendrai un avion. Il faut qu'on finisse le contrat. Je reviens demain. Je reviens le lendemain. Et là, l'acheteur, complètement, une attitude complètement différente de la veille. Il revient sur tous les termes qu'on avait discutés. Et je comprenais pas trop ce qui se passait, tu vois. Et donc la réunion s'est pas très bien terminée. Je suis rentré au bureau, j'ai fait un débrief avec mon ancien manager à l'époque, qui a été un mentor pour moi, et c'est très important d'avoir un coach ou un mentor comme manager. Si vous avez la chance un jour d'en avoir un, ça fait vraiment toute la différence. Mais tu vois, j'ai débriefé la réunion avec lui, et il a jamais été dans attends, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce qui s'est passé, mais t'aurais dû faire ça, tatati. Non, il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, tu vois, vraiment l'attitude du coach. Qu'est-ce que tu en penses? Où tu vas là? C'est quoi? Et grâce à ça, grâce à cette posture de coach, ça m'a fait prendre conscience en fait que finalement, l'acheteur, il a jamais eu l'intention de travailler avec nous en fait. De pouvoir débriefer et de faire ce travail avec lui, ça m'a aidé à prendre conscience et à grandir. Alors que on a tous eu l'exemple du micromanager où tu vas demander un conseil, la personne, elle va te faire relister toutes les informations et qu'à la fin, elle va te dire mais il faut faire ci, ça, tac, 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 tu vois. Et finalement, ça te fait pas grandir. Donc c'est pour ça que j'aime bien employer ce terme de coach, de coach Ok. dans ces... Alors, tu sais que les pilotes de la patrouille de France disent que le débriefing, c'est la voie de l'excellence. Ah oui, non, je savais pas. Tu sais pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est bah, comme un sportif de haut niveau, en fait. C'est quand tu reviens sur ta performance, tu comprends là où ça a cloché, là où tu peux progresser, là où tu es bon. Et l'idée, voilà, c'est de corriger les pratiques, on va dire, entre guillemets, négatives et de renforcer tes pratiques positives. Et c'est D'accord. comme ça que tu deviens performant dans une activité, que ce soit piloter un avion, faire une vente ou jouer dans un match de tennis, tu vois. Mais ça, enfin, je sais que c'est un de tes mantras parce que je te suis beaucoup, Alexandre. Mais Ouais. et je pense que dans l'industrie, je sais pas comment les forces de vente se positionnent dans l'industrie un peu legacy, mais je sais que voilà, nous, pour être honnête, autant on est très performant sur beaucoup de domaines. Sur le domaine de la performance de vente, bah voilà, il y a des formations, mais il n'y a pas vraiment de suivi derrière. Et je pense que les head of sales n'ont pas du tout la culture du coaching. Et on est à des années-lumière de faire de l'entraînement vidéo ou des choses comme ça, ou même du Rex, hein. Le Rex, c'est très très rare de débriefer. Il y a la notion de Rex. Les gens sur le papier disent il faut faire un listen learn, etc. Mais finalement, c'est pas utilisé à bon escient ou dans une optique de coaching, je pense. Ouais, mais Je- je te rassure, hein, la culture de la formation continue, de l'entraînement continu, sur des situations de travail, c'est pas seulement dans la vente, hein, c'est dans tous les domaines, c'est compliqué dans le monde professionnel. C'est pas quelque chose qui est institué. En tout cas, notre culture latine, ça allait peut-être un peu plus dans les pays Hum, hum. anglo-saxons, mais bon, ça va venir hein, quand les gens vont comprendre que c'est aussi un levier pour garder des populations où il y a un gros turnover, par exemple dans la vente, et ouais, ils vont se mettre à les entraîner et à les accompagner.
Si tu veux, Mathieu, on peut parler aussi du sujet de. On n'a pas trop abordé le sujet, mais du sujet culturel, c'est-à-dire, Ouais, tout ok, à tu fait. manages plusieurs pays, plusieurs commerciaux dans différents pays. Comment ça se passe? J'imagine tu as des spécificités entre justement les latins, les anglo-saxons, les gens des pays nordiques, des pays de l'Est. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Ouais, tout à fait. En fait, ouais, tu fais pas du business de la même manière en Scandinavie, ou en Russie ou même en France. Si je prends l'exemple de la Norvège, par exemple, et j'ai appris ça à mes dépens quand j'ai commencé à prendre ce territoire, j'accompagnais mon vendeur là-bas et je lui dis, bon, bah, tu as préparé une présentation, tu as préparé un truc voilà, prêt à transmettre aux équipes, etc. Il me dit, ah, mais c'est pas utile, tu verras, etc. Effectivement, par exemple, si je prends la prise de décision en Norvège, tu vas pas t'adresser à un décideur unique. Tu vas pas dire, bon, bah, mettez-moi devant le CEO de la boîte, on va signer ensemble. Non, en fait, là, en Norvège, tu vas être sur une décision complètement collégiale, ce qui reflète bien la culture égalitaire du pays, mais tu vas être sur une décision complètement collégiale où il faut que tu convaincs chaque membre de l'équipe technique, du technicien au project manager, et si tout le monde est convaincu et d'accord, alors le projet va aller de l'avant. Par contre, tu vas être en Russie. En Russie, tu vas être sur un système très pyramidal qu'on connaît un petit peu plus, où là, bah, écoute, tu vas d'abord commencer ta journée avec le mécanicien, tu vas lui expliquer, tu vas lui filer ta doc parce que c'est lui qui va être force de proposition en interne après. Tu vas aller voir son responsable, et si tu as bien travaillé, à 19h ou à 20h, tu montes au dernier étage de la tour et on t'emmène devant le CEO, mais qui a déjà été briefé par ses équipes. Donc d'où l'importance d'avoir travaillé un petit peu en amont, même pas un petit peu, d'avoir beaucoup travaillé en amont et d'avoir mâché le travail du client. Donc, toi, on est sur vraiment, c'est vraiment l'importance de s'adapter à la culture et c'est ce que je dis, de développer une intelligence culturelle. Et c'est ce Ouais. que moi j'essaye aussi de. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais j'allais te demander comment tu fais pour développer cette intelligence culturelle. Bah, comment tu fais pour la développer et comment tu adaptes tes équipes surtout. Parce que Ouais. là, ça se retrouve surtout au niveau du back-office. Je pense que c'est important d'adapter ton back-office à chaque zone géographique et de mettre en face des cultures, des gens qui vont être adaptables à cette. Si je prends la Norvège, par exemple, je vais mettre un élément qui va être très bon pour aller dans le détail technique, qui va être capable de tenir des calls techniques pendant des heures et des heures. Si on va travailler avec la Russie, je vais mettre quelqu'un qui va être plutôt fort en esprit de synthèse, de présentation et vraiment très flexible dans le travail pour s'adapter à la culture. Pareil avec le Moyen-Orient, tu vois, il faut quand même des gens qui ont très bonne résilience et qui soient très, très flexibles aussi. On avait instauré, et c'est pas moi du tout, au sein de Dresserand, c'est les équipes RH qu'on a au Havre et que je salue. Ils ont mis en place depuis longtemps des formations de communication interculturelle et c'est quelque chose qui est utile. Après, comme toute formation, si derrière tu suis pas par du coaching ou de l'entraînement quotidien, bah c'est un coup d'épée dans l'eau, mais ça donne déjà de bonnes bases et ça aide les gens à tous les niveaux à comprendre que quand tu t'adresses à un client en Arabie Saoudite ou un client en Chine ou un client en Norvège, bah tu t'adresses pas de la même manière, quoi. Est-ce que Et tu je as, pense que est-ce que tu des... là, tu nous as parlé un peu des pays nordiques de la Russie. Est-ce que tu as d'autres petites anecdotes sur des pays différents comment, en gros, se comporter commercialement est-ce que tu as ça ou tu es plutôt concentré sur les pays nordiques et la Russie? moi personnellement, je connais très bien la Russie. Je connais très bien la Scandinavie. J'ai travaillé aussi sur la France. Je vais te donner une autre anecdote au Moyen-Orient. Euh, attention à ton self-control et ton attitude. Et c'est des cultures qui sont ce qu'on appelle les high context culture. C'est-à-dire que il y a le message, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Et moi, ça m'est arrivé par. Alors, heureusement, c'était en interne à l'entreprise, mais Ouais. c'est tout aussi important. Mais voilà, on essayait d'avancer sur un sujet, la personne traînait des pieds, et donc je lui ai fait remarquer,
voilà, j'ai été un petit peu maladroit, je lui ai fait perdre un peu la face. Bah, il s'est tout de suite, il m'a tendu un piège 2 semaines après, une réunion devant 10 managers en interne. Il m'a chauffé à blanc, j'ai fait le bon latin, je me suis emballé, j'ai perdu le self-control et je me suis un petit peu énervé. Et voilà, après, c'est des étiquettes qui te restent. Donc, attention au contexte Oui. et à ces cultures-là où, voilà, si tu fais perdre la face à quelqu'un, il ne croit pas qu'il va digérer le truc et que ça va être effacé. Et que derrière, s'il te tend un piège, toi, attention à ton self-control parce que, par exemple, au Moyen-Orient, c'est hyper important, tu vois. On te juge vraiment sur ta tenue, ton attitude, sur ces choses-là. Ouais, c'est dans la revue Management où il y a chaque mois un petit encart sur comment se comporter effectivement avec quelqu'un quelqu'un de Chine, quelqu'un de Russie, etc. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai plutôt l'expérience de la collaboration avec les Américains. J'ai même essayé de Ouais, vendre ouais. aux États-Unis il y a quelques années mon logiciel. Alors, ce qui est Mm. assez rigolo avec les Américains, c'est que c'est très timé les rendez-vous. C'est-à-dire qu'un Mm. rendez-vous, ça dure rarement plus de 40 minutes, hein, c'est plutôt même 30 minutes. Et il faut aller dans le vif du sujet. Si ça les intéresse, on passe à la suite, et notamment la partie budgétaire. Si ça les intéresse pas, on dit ça m'intéresse pas et on passe à un autre sujet. Ça, c'est assez intéressant quand on vient de France où le moindre rendez-vous peut durer assez longtemps. Et ça peut être mal vu d'ailleurs de dire j'ai que 30 minutes pour ce rendez-vous. Euh, c'est ce que j'essaie de faire, hein, moi d'ailleurs, mais on n'a pas cette culture de timer les rendez-vous et d'être vraiment dans l'application. On est Ouais, aussi tout à fait. on aime bien parler, on aime bien échanger, faire un débat d'idées parfois. Donc moi, en tant que commercial, j'aime beaucoup cette approche un peu directe Mm, de la mm. vente. Bah, c'est ce qu'on appelle aussi les cultures monochrones ou polychrones, le rapport au temps. Ouais. Et c'est vrai que tu as des cultures qui vont être très très lentes dans leur processus de décision, qui vont pas du tout avoir un rapport au temps important, et d'autres non. Si tu vas en UK, en Scande ou aux US, bah voilà, les meetings doivent être vraiment cadrés avec un agenda, etc. Et puis tu vas avoir d'autres pays où c'est moins important, quoi. C'est clair. C'est clair. Et je pense que ça t'oblige, cet environnement multiculturel, en tant que ça exacerbe tes capacités de vendeur, en fait. Tu vois, quand tu fais une offre, quand tu vas faire une offre en France, on va te dire, même à n'importe quel pays, mais on va te dire, voilà, il faut que tu personnalises, il faut que tu sois synthétique, il faut que tu sois empathique, il faut que tu comprennes les drivers de ton client. Ben, tu vois, toutes ces choses-là, c'est multiplié par 100 quand tu vas travailler avec une culture différente, parce que déjà, tu sais que ton message va y avoir de la perte vis-à-vis de l'anglais ou vis-à-vis même si tu as un traducteur. Alors là, parce qu'en Russie, par exemple, on travaille avec un traducteur. Si tu n'as pas fait l'effort, toi, de te préparer, de synthétiser ton message, si tu n'es pas dans l'empathie, dans la curiosité et que tu adaptes pas ton comportement, tu vois, quand des fois on dit rentrer en synchronisation avec ton client, bah, c'est exactement ça, tu vois. Si ton client, il dit modernisation et pas revamping, si toi, pendant 2 heures, tu parles de revamping, il va pas te comprendre. Il faut que tu emploies ces mots à lui. Il faut que tu t'adaptes à sa façon d'être, à sa façon de travailler. C'est indispensable dans l'environnement multiculturel. Ouais, très bien. Alors, si je peux résumer un peu tout ce dont on a parlé, donc comment manager une équipe de vente à l'international, ce serait déjà définir des profils de tes commerciaux, leur montrer l'exemple, leur définir ensemble des objectifs, ensuite mettre de l'importance dans le coaching, la formation et le débriefing de leur rendez-vous, Mm. et ensuite acquérir ce que tu as appelé une compétence culturelle, c'est-à-dire ben, comprendre simplement, enfin c'est pas simple, hein, c'est complexe même, chaque différence de chaque interlocuteur en fonction de son pays d'origine. Tu m'as demandé est-ce qu'on pourrait pas faire plusieurs podcasts sur la vente à l'international parce que le sujet est vaste et on ne pourra pas tout traiter en 40 minutes. Alors je pense que on va en reparler, mais tu vas sans doute faire ton podcast sur le sujet.
C'est ça, hein, Mathieu? Ouais, tout à fait. Bah, en fait, je suis en train je commence à travailler sur un guide justement du B2B international. Donc, tu pourras peut-être remettre le lien dans le détail Ouais. du podcast. Et en fait, en travaillant là-dessus, au début, bah, je ressortais un petit peu ma doc, mes expériences personnelles. J'ai contacté plusieurs collègues qui m'ont gentiment aidé à travers le monde. Et en fait, le sujet est vaste. Et je me dis même pour aider les gens, le format du podcast va se prêter super bien. Et ça va nourrir un peu, moi, ma curiosité personnelle. Donc, je suppose que en nourrissant ma curiosité et en donnant aux auditeurs la possibilité de découvrir aussi pays par pays ces astuces-là, ça peut être un truc super sympa. Ouais, j'imagine que chaque pays, ça vaut effectivement un épisode de podcast. Ouais, exactement. Et je suis carrément emballé à l'idée, par exemple, de dire d'aller choper un entrepreneur qui a réussi au Japon et de lui demander quelques tuyaux, comment se comporter, comment je parle du Japon parce que c'est un pays que j'aime bien, mais voilà, enfin, tu vois, chaque pays doit avoir ses propres spécificités. Ouais, et puis surtout, dans certains business, on dit bah, tel pays, c'est très compliqué. Bah, tu as parlé du Japon, j'ai déjà entendu ça, l'Allemagne aussi, Ouais, ouais. mais des gens l'ont déjà fait. Donc, il y a sans doute des clés à connaître pour pénétrer un pays. Et c'est sûr que ce genre de podcast, ça intéressera toutes les entreprises qui veulent se développer à l'international. Et souvent, on néglige un peu cet aspect-là, alors que ça peut être des leviers de croissance formidables. Bah, et quand si tu restes centré sur le marché franco-français, tu te fermes énormément de portes. Ouais. C'est statistique, hein. Ouais, non, mais c'est sûr que moi, c'est une volonté très vite d'aller à l'international. On a des distributeurs dans des pays, mais francophones toujours, puisque c'est le plus simple pour nous, mais on espère vivement traverser les frontières. Et la difficulté, je me rappelle d'un podcast aussi, tu en discutais, justement, d'avoir des revendeurs dans les hubs. Ouais, Moi, c'est une question que je me pose aussi. On a essayé de positionner des spécialistes dans les hubs d'importance comme bah, la Russie et Dubaï, et ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que tu es quasiment obligé de doubler de doubler la ressource avec un support en back-office 100% dédié parce que déjà, tu as un turnover énorme dans le pays. Par exemple, ouais, si je prends la Russie, tu développes les compétences techniques d'un vendeur. Voilà, au bout d'un an ou deux, tu prends le risque que la personne, elle change d'entreprise. ouais. Et le gars, il va être très très bon pour développer du network local et t'aider au niveau de la culture et du closing. Mais pour ton produit à toi, il faut carrément doubler la ressource et accompagner complètement pour être sûr que. Mais c'est sympa parce que du coup, tu crées des tandems et ça te permet aussi, toi, de développer des relations. Et on n'a pas parlé du networking, mais toi, quand tu évolues dans un environnement international, dans un grand groupe comme ça, ou même avec tes clients, l'importance du network, il est primordial. Passer du temps. C'est clair. Mathieu, on va passer aux dernières questions. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ce sujet? Bah non, écoute, je trouve que un dernier tips peut-être quand tu manages comme ça. J'avais demandé à un collègue et il m'avait dit congratulate in public et complain in face to face. Je pense que ça se retrouve dans beaucoup de dans beaucoup d'équipes. C'est un truc qui peut s'adapter au management, mais j'ai bien aimé cette phrase-là. Tu peux la répéter? Ouais, congratulate in public, donc félicite en public. Ouais. Et si tu as des complaints, plains-toi, mais face to face, jamais devant les autres, quoi. D'accord, donc ce sera le mot du podcast, enfin la C'est phrase ça. du podcast. Euh, du coup, tu me donnes une bonne transition. Tu nous as donné la phrase du podcast. Est-ce que tu peux nous donner les contenus que tu proposerais aux auditeurs du podcast sur la vente ou l'entrepreneuriat, voire d'autres sujets? C'est un sujet Euh, je qui te vais. botte. Ouais, alors, il y avait 100%, 100% boulot. Moi, j'avais bien aimé le livre de Jonathan Lefebvre, L'obsession du service client. Oui, Vraiment un super bouquin. En plus, c'est rigolo parce qu'il avait travaillé pour Captain Train et le fondateur de Captain Train, c'est un, un, un alumni de ma promo de l'INSA de Rouen. Donc, ok. enfin, les deux fondateurs d'ailleurs à l'époque. Et sinon, bah, en livres qui n'ont rien à voir avec le travail, mais que moi je conseille en tant que voyageur, c'est toute la bibliographie de Sylvain Tesson. Je suis vraiment un grand fan
Et la dernière, il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, il a fait un été avec France Inter, une série de podcasts, donc un été avec Homer, où il parle de l'Iliade et l'Odyssée que je n'ai jamais lu et que je ne lirai sûrement jamais. Mais Sylvain Tesson en a fait un podcast et finalement tu te rends compte que l'histoire d'Ulysse résonne complètement avec l'histoire des personnels de chaque voyageur. Tu vois, la nécessité de quitter son foyer, mais après, une fois que tu es parti, tu n'as qu'une envie, c'est de rentrer, tu traverses les obstacles, etc. Enfin, c'est une histoire assez sympa et Sylvain Tesson l'a fait vivre de manière, euh, de manière extraordinaire. Écoute, j'ai un de ces bouquins à la maison et je me suis pas encore penché dessus, donc tu m'as donné envie de le lire. Et moi, j'avais lu aussi, j'aime bien, en fait, quand je vais dans un pays, j'aime bien lire un livre Ouais, qui se passe dans le pays, tu vois. Et la dernière fois, je suis allé en Thaïlande, j'avais lu Bangkok 8. Et quand au début, j'allais en Russie, j'avais lu L'Axe du Loup. Tu sais, c'est l'histoire des évadés qui fuient un goulag en Russie et qui ouais. descendent à pied jusqu'en Inde. Euh, et c'était de Sylvain Tesson et une histoire extraordinaire. Ouais, moi aussi, j'ai quelques bouquins là sur des pays étrangers, je les ai plus en tête, mais je les retrouverai pour les mettre dans les notes. Sur l'Inde, la Turquie aussi notamment. Donc il y a des choses passionnantes. Bon, on n'est pas le podcast littéraire ici, mais on Non. essaiera de vous mettre les bonnes références dans les liens du podcast, dans les notes. Est-ce que tu as des outils ou des choses qui t'aident à être efficace au quotidien? Est-ce qu'il y a des routines ou des trucs que tu fais Écoute, j'ai découvert avec le confinement la force de la routine matinale. C'est vrai qu'un peu comme tout le monde, quand le confinement a commencé, je pense qu'on s'est tous un peu laissé aller au début à faire n'importe quoi et finalement après de revenir à une routine. Alors c'est vrai que moi j'ai pris plaisir le matin à toujours faire un peu de vélo pour m'aérer la tête et puis tu sais, mais t'en as parlé, rien de magique, hein. Un peu le travail de projection, tu sais, de répéter un peu comme un mantra vers quels objectifs tu tends tous les matins, tu te les mets par écrit, tu te les répètes. Ouais. La méditation aussi, 10 minutes de méditation pleine conscience, ça produit des effets assez intéressants au final sur tes capacités de concentration et de calme. Et puis, euh, et puis voilà, toujours penser à prendre un peu de temps pour soi et sa famille et ses enfants, ça c'est quelque chose aussi Oui, qui est à ne pas important. oublier. Exactement. Ok, très bien. Ben, écoute, on va arriver bientôt aux 45 minutes type du podcast. Est-ce que tu as les deux dernières questions? Maintenant, je les pose tout le temps en même temps, comme ça te permet de gérer les dernières minutes. Si tu pouvais nous raconter une vente qui t'a marqué dans ta carrière ou t'as appris quelque chose, ce serait laquelle? Et enfin, si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, tu inviterais qui? Et ben en vente, il y en a deux. Bon, il y a celle dont je t'ai parlé qui s'était passée avec le client français, et puis il y en avait aussi une autre en Russie justement où on avait souvent rendez-vous avec le client le lundi ou le mardi et que je passais mes dimanches soirs dans la chambre d'hôtel en conf call avec, tu sais, on avait ce qu'on appelle un coach dans l'environnement du client. Et une fois que tu étais en réunion avec lui, c'était une personne horrible, devant son management, il devait montrer qu'il était contre nous, donc il nous gueulait dessus, il nous incendiait. Et par contre, tu passais la veille au soir, tu étais au téléphone avec lui pendant 3 heures pour préparer la réunion, où il t'expliquait les points sur lesquels il allait nous titiller et sur quoi il fallait être prêt. Donc c'est un client avec qui on a développé une sacrée relation. Et donc là, l'apprentissage de cette vente, ce serait laquelle? Bah, l'apprentissage de cette vente, c'est toujours, mec, de faire l'extra mile, quoi. Ouais, De toujours te dire, est-ce que j'ai vraiment fait tout ce qui était possible? Est-ce que j'ai vraiment bien préparé mon meeting? Et, et puis même, des fois, enfin, il y a des cultures comme en Russie, ils te testent souvent. Si on te dit, ah bah non, désolé, le CEO il va vous recevoir, mais qu'à 9h30 du soir, bah, fais l'extra mile, quoi. ouais. Reste jusqu'à 9h30 du soir, te pose pas la question. De toute façon, t'as rien à perdre. Ok, super. Bah, et donc la dernière question, tu as une carte blanche pour inviter quelqu'un. Alors, je suis pas assez, euh, je suis pas assez érudit et connecté dans le monde, dans le monde du B2B pour conseiller quelqu'un, mais j'aimerais peut-être interviewer Alexandre Waquet en interview croisée.
Tu auras des choses à dire, je suppose, avec ta propre entreprise. Donc, si un jour, si tu veux, pour les héros de la vente, je serais ravi de t'interviewer ou même dans mon prochain podcast. Oui, si tu lances ton podcast sur la vente internationale, je veux bien te préparer quelque chose. Ce sera très orienté États-Unis, mais on peut préparer quelque chose avec plaisir. Ouais. Mais je suis sûr qu'Alexandre, en tant que héros de la vente, il a des choses à raconter aussi. Sans doute, sans doute. Écoute, Mathieu, merci beaucoup. Tu vois, on a respecté le timing à la minute près, hein, 45 minutes, c'est parfait. Comment on peut te joindre si jamais on a des questions pour développer un peu ce sujet? Et puis aussi, on va essayer de suivre ton actualité et voir ce nouveau podcast. On te suit sur LinkedIn, j'imagine? Ouais, sur LinkedIn. Donc, le profil LinkedIn, c'est System Sales. Il y a aussi le site internet systemsales.fr. Et il y a donc le guide B2B international en construction, mais on va essayer d'avancer rapidement. Guide P2B international.systemsales.fr. Ok, bah, je mettrai Et puis, ça il y a mes aussi. coordonnées téléphoniques et email sur LinkedIn. Ok, merci. Bah, écoute, je mettrai tout ça dans les notes. Donc, il y aura beaucoup de choses à lire dans ces notes. Merci encore, Mathieu. Je te souhaite une très bonne année et puis on se revoit dans ton podcast alors. Bah, merci Alexandre, merci à toi de m'avoir invité. Bonne À continuation. à bientôt. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur alexandre@vive.fr. VYFE.